peuple d'Afrique, cher public de Gandhi Malian TV et d'Africain TV, recevez nos salutations une fois de plus. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de parler de toute cette mutation géopolitique en Afrique de l'Ouest. Et comme d'habitude, nous sommes avec nos experts maison. À ma droite, Dr Mouadou Silla Traoré. Et à ma gauche, professeur Touré, qui n'est plus à présenter. Et ensuite, nous avons les doyens, c'est-à-dire l'inspecteur de la douane à la retraite. Nous allons du Mali, nous allons parler sans doute du Sénégal, un peu du Togo, du Bénin, et de l'actualité géopolitique qui domine actuellement au niveau d'Afrique de l'Ouest. Docteur Mouadou Silla Traoré, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Issa Diawara, communément appelé général. Et bonjour, mon oncle Koulibaly. Bonjour, Monsieur le professeur Touré. C'est un immense honneur et un plaisir incommensurable de se retrouver sur le plateau de Gandhi malien encore une fois, d'apporter nos idées, de notre expertise, nos analyses sur certaines questions brûlantes de l'actualité. Et je profite pour saluer tous les téléspectateurs de Gandhi Malien Télé et par ricochet de African TV. Et Gandhi Malien Télé, je dis toujours pour un peu rire, on est petit, Gandhi Malien Télé deviendra grand un jour, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Professeur Touré. Merci, Général. Bonjour à Docteur, à Koulibaly, co-débatteur. Merci pour Gandhi Malien, African TV. Donc, mes salutations vont surtout à l'endroit de Fatou Doucouré qui nous suit bien et qui nous appuie beaucoup dans ce que nous sommes en train de faire. Vraiment, on lui dit coup de chapeau et qu'elle comprenne que ses réactions et ses interventions ne tombent pas dans les oreilles des sourds et qu'on tienne compte de ça. On l'encourage vraiment à continuer à nous appuyer. Et on espère que sur Gandhi malien, un jour, que les choses aillent mieux au Mali et que Gandhi soit la vitrine de la communication au Mali. Merci. Ok. Doyen. Bon, bonsoir à tous, Diawara, mes co-débatteurs, les travers de Gandhi malien et surtout de Africain TV aussi. Oui. Et bonjour surtout à Fatou Doucouré, notre quatrième co-débattrice. Ah. Ok, Fatou Doucouré en France, elle reçoit vos salutations. Doyen, nous restons avec vous, tout près de chez nous, au Sénégal. La semaine passée, ça fait vraiment débat entre les présidents actuels, le président en exercice, son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre qui était en congé, et d'ailleurs il y avait une dame qui a été nommée comme intérimaire. Donc qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Ce qui était prévu dès le départ et ce qu'on n'a jamais essayé et qui est réussi. Le pouvoir ne se partage pas. Ah bon. Le pouvoir, c'est un seul fauteuil. Comme le dit Nathalie Yam, ce n'est pas un divan. Mais peut-être qu'ils ont voulu s'inspirer du cas le président Poutine et puis du Je l'avais dit la dernière fois ici, tout le monde n'est pas Poutine et Medvedev. Oui. Et les situations ne sont pas les mêmes parce que Poutine était président, il a laissé Medvedev devenir président, mais il a pris le soin de tout verrouiller. Oui. Or, ce n'est pas le cas. Dans le cas du Sénégal, les deux n'ont pas encore exercé. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais évoquer, il y a un adage qui dit que le combat unit, mais la victoire divise. Le troisième point que je voulais évoquer, et qui est une métaphore, c'est l'histoire de deux coépouses. Une qui est très calme et l'autre qui est coléreuse. Quand vous les mettez ensemble, quand tu viens dans la famille, tout de suite, celle qui est coléreuse, elle éclate de colère, elle se met à prononcer des injures. Mais celui qui ne connaît pas va se dire, mais celle-là, c'est une bagarre. Mais en réalité, si tu observes les deux coépouses, la plus calme, là, elle fait des gestes cachés qui piquent l'autre, mais que tu ne vois pas.
Dans le cas de Diomaye et Bassirou Sonko, Ouais, Sonko, oui. Sonko est expressif. Il monte le chrono tout de suite. Diomaye est calme. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit le moins nocif. Ça, si je voulais faire une telle comparaison pour situer un peu le cadre. Mais on a parlé d'une réconciliation en cours entre les deux, ou bien vous pensez que ça ne va pas marcher? Mais la dernière fois, on a parlé du Sénégal ici. J'ai dit, je ne crois pas que ça va marcher. La dernière fois, on avait parlé de ces deux-là ici. Ça ne marche pas. Maintenant, ce que je voulais dire, il y a deux protagonistes qui ont plusieurs conflits entre eux, à un titre ou à un autre. Il y a le conflit président-premier ministre dans un régime présidentiel. Normalement, dans un régime présidentiel, le premier ministre, c'est celui qui applique la politique du président. Et il sert de fusible au président. Quand ça ne marche pas, on le fait sauter. Ouais. Mais au-delà de ce conflit entre Premier ministre et président, qui n'aurait pas dû avoir dont la sanction est l'éjection du Premier ministre, il y a un second conflit entre le président de la majorité et le chef de la majorité parlementaire. Il y a deux majorités. Il y a la majorité présidentielle dans un régime présidentiel. Cette majorité s'étend au-delà du parti du président. Et il y a la majorité parlementaire qui peut, avec un noyau qui peut être soit le parti du président, soit le parti allié à d'autres qui forment une majorité. Mais le chef de cette majorité parlementaire, c'est le Premier ministre. Dans la situation qui nous préoccupe, il y a un président de la majorité présidentielle qui a un organe qu'on a appelé la coalition Diomaye président, qui va un peu au-delà, qui comprend le PASTEF. Mais Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a eu l'intelligence, en allant aux législatives, de refuser toute alliance. Il a présenté tous ses candidats. Le PASTEF s'est présenté seul et a eu, sur 165 voix, le PASTEF a eu 130, soit à peu près 4 fois et demi le 1 tiers. Donc, ils ont une majorité écrasante. Le PASTEF a une majorité écrasante. Qu'est-ce que cela induit? Cela induit que nous sommes dans un système présidentiel où le Premier ministre doit son poste et doit agir pour le président. Nous nous sommes retrouvés dans un système parlementaire qui ne dit pas son nom. Parce que Ousmane Sonko a au Parlement la majorité, plus que 3 fois ou 4 fois la majorité au Parlement, avec 130 députés sur 165. Il n'y aura que 35 que les autres se sont distribués. Donc, il est largement... Donc, qu'il soit Premier ministre ou qu'il ne soit pas Premier ministre, la majorité parlementaire lui est rattachée. Et puisqu'il est Premier ministre, en tant que Premier ministre, chef de la majorité parlementaire de droit et de fait, il se trouve on est dans une situation de majorité de régime parlementariste, où c'est le Premier ministre qui gère. Le président, il est là pour inaugurer les chrysanthèmes. Ça, c'est le deuxième problème. Il y a aussi, par suite de conséquences, une opposition entre la coalition Diomaye président et le PASTEF, comme je l'ai rappelé, qui est majoritaire. Ensuite, il y a une incohérence gouvernementale issue de la formation de ce gouvernement que Sonko doit gérer. Parce que dans ce gouvernement, il y a des oppositions, il y a des ministres qui ne lui obéissent pas, qui ne répondent qu'au président. Ça, c'est un conflit qui est inséré dans la formation gouvernementale, qui a l'obligation d'une certaine solidarité gouvernementale. Cette solidarité gouvernementale n'existe plus. Maintenant, ça, c'est un ensemble de problèmes qui tiennent à une chose. Qu'est-ce qui a été dit à Cap Emmanuel?
Cap Emmanuel, c'est la prison où ils étaient tous les deux. Oui. Quels sont les accords qui ont été conclus entre les deux et la majorité et le pouvoir sortant? Quels sont les accords qu'il y a eu entre eux deux, Diomaye et Bassirou, Diomaye et Sonko, pour que Sonko se soit rallié à sa candidature à lui? Je rappelle que moi, j'avais pensé que c'est à partir de 9 jours, quand ils sont sortis, il a précipitamment déposé sa candidature. C'est non, mais sa candidature était déposée avant même. Et c'est pourquoi il fallait simplement le hockey de Sonko, ce qui est intervenu. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui tiennent à ce qui a été dit là-bas, à Cap Manuel. Il y a, dans la situation actuelle, il y a deux lignes qui s'opposent. Bassirou Diomaye Faye est sur une ligne de réconciliation, alors que Sonko est sur une ligne de refondation, et sur laquelle il a fondé toute sa bataille depuis 2016 et qui lui a valu bien des déboires. Et donc, l'opposition Diomaye et Pastef, pourquoi maintenir la question qu'on peut se poser? Coalition Diomaye président. Ça veut dire qu'il y a un objectif essentiel, c'est de faire élire Diomaye président. Et l'erreur qui a été commise, pourquoi avoir maintenu cette coalition alors que son but a déjà été atteint? Ça a été un gros problème. Et ensuite, le deuxième problème, que dire du manque de soutien? Parce que Ousmane Sonko avait espéré que ces déboires, malgré les déboires juridiques qui l'ont plombé tout le temps où il est dans l'opposition, une fois Bassirou Diomaye arrivé au pouvoir, il va lever ces interdictions et le libérer et lui permettre de se présenter à une élection. Si tu te rappelles, ici, moi j'avais dit que la solution depuis le départ, c'était que Diomaye, il fait les élections législatives, il démissionne de son poste, il réorganise les élections présidentielles, il réhabilite Sonko, il organise les élections présidentielles et Sonko se présente, lui, il se retire. Voilà la stratégie. Et moi, sur une des... Donc, Diomaye allait diriger juste une transition. Non, Diomaye allait juste, voilà, une transition, mais le truc ne serait pas parti jusqu'au bout. Le principe, c'était de faire élire l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, la dissolution, c'est 2 ans. Il faut attendre 2 ans. Donc, ça ne peut plus être dissous. Il organise de nouvelles élections. Il se retire et le PASTEF présente Sonko. Sonko président, Diomaye pouvait en ce moment peut-être partir à l'Assemblée nationale pour prendre le poste de Premier ministre. Les choses on remettait ainsi les choses à l'endroit. Mais maintenant, c'est à l'envers. Ensuite, quels sont les défis? J'ai dit que Diomaye est en train de se battre contre des ministres dans son propre gouvernement. Et celui qui peut trancher, l'arbitre, c'est le président. Et Ousmane Sonko. Sonko, du moins. Diomaye n'a fait aucun signe pour étouffer cette situation, pour remettre les choses à leur place. Ça, c'est un truc. Maintenant, quels sont les défis de Sonko? Sonko, il doit se battre sur le plan juridique pour lever toutes les hypothèques sur sa candidature en 2029. C'est son combat. Maintenant, il doit, en ce moment, maintenir coûte que coûte la ligne de PASTEF. C'est-à-dire ce qui a été le substrat sur lequel il a fondé PASTEF, il a mené campagne, c'est-à-dire la résiliation des comptes, le nettoyage des écuries d'Augias, et recouvrer la souveraineté et mener une rupture avec la France-Afrique. Il y a beaucoup. En gros, tous les thèmes portés par Sonko contre le système de Macky Sall, qui lui ont valu tant de déboires et dont il sera le premier à répondre.
tout ce qu'il y a eu comme campagne. Avant la campagne, il y a eu des thèmes qui ont été traités. C'est l'ensemble de ces thèmes-là qui ont servi de campagne au PASTEF pour soutenir Diomaye. Et Diomaye a apporté aussi comme futur président ces choses-là. Donc aujourd'hui, il s'agit de les appliquer. Or, il y a des problèmes pour l'appliquer. Sur le plan juridique, on pense que Sonko avait fait une requête en rabat de délibéré. La Cour suprême a rejeté la demande de rabat. Juridiquement, en principe, c'était clos. Sauf que ce n'est pas totalement clos. Parce qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur les défaillances de la gestion de l'équipe de Macky Sall, et le ministre qui avait porté plainte contre Sonko pour diffamation peut être retenu si le rapport trouve quelque chose contre lui là-bas. Ça veut dire, en ce moment, le rapport de la Cour des comptes sera un élément nouveau qui peut permettre la réouverture du dossier de poursuite contre Sonko et qui peut être disculpé et rétabli dans ses droits. Bon. Tout ce qu'il a à faire, c'est tenir sur la durée, parce que 2029, c'est très long. Sonko. Tenir sur la durée. 2029, c'est très loin. Bon. Dans la configuration actuelle de l'Assemblée nationale a été élue le 17 novembre 2024. Donc, ça fait un an tout juste. Ouais, un an. Or, la règle, la Constitution prévoit qu'on ne peut dissoudre une Assemblée nationale que 2 ans après sa constitution. Donc, il y a un an encore où Diomaye ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Et il faut, même s'il démet Sonko, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Sonko reste avec les 130 députés. Et il peut lui poser tous les problèmes. S'il le maintient, il peut poser tous les problèmes. S'il le démet, il peut poser tous les problèmes. Parce que l'Assemblée lui est acquis à 130%. 130 sur 160. Sur 165. La configuration, c'est le PASTEF qui a 130 députés. Takou Walou, Sénégal, bon, excusez-moi, je ne connais pas trop les termes, c'est 16 députés de Macky Sall. Il y a Jamou Ak Ndoura de Amadouba. Est-ce que vous vous rappelez? Amadouba, c'était le candidat de PASTEF, il était le Premier ministre. Le candidat de Macky Sall. Le candidat de Macky Sall. Mais ce qui me fait croire qu'il y a eu des négociations à Cap Manuel, c'est que, Macky Sall a pratiquement plombé son propre candidat. Oui. Deuxièmement, 3 jours après les élections présidentielles, il a pris un décret pour réhabiliter PASTEF. Tout ça procède d'une entente. Mais qu'est-ce qui a été exactement dit? Nous, on ne le sait pas. Est-ce qu'entre Diomaye et Sonko, il y a eu des accords pour le réhabiliter et il voit que l'autre n'en prend pas le chemin? Aujourd'hui, tout porte à croire que Diomaye est en train de piétiner tout ce que Diomaye a porté. Sa première visite, c'était en Côte d'Ivoire, où il a dit que Dramane Ouattara, Mauritanie, puis la Côte d'Ivoire. Voilà, Mauritanie, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire. était un démocrate. Oui. Lorsque Sonko, dans tous ses propos avant les élections, soutenait l'AES. Et lui, son voyage, tous ses voyages ont précédé le voyage dans l'AES, et notamment au Mali. Et ça, c'était un signe. Et puis Sonko a donné son interview à une chaîne de télévision de l'AES à l'extérieur. En plus de ça, et donc, même quand il a été en visite en Côte d'Ivoire, il est parti voir Gbagbo. Dès lors, les deux prenaient des chemins différents. L'autre s'alliait carrément à la France. À Alassane Dramane Ouattara, et au-delà, pensent les gens à la France. Mais même dans le langage, il avait été dit que c'était la rupture avec la France-Afrique. Il
il a pris un chemin tel que Sonko a été obligé de changer de langage en disant rupture intelligente. Ce n'était pas ce qu'il voulait, mais il a voulu recoller le morceau. Parce que Diomaye Faye n'en prenait pas le chemin. Bon, pour ne pas trop monopoliser la parole seule, c'est pour vous dire que le changement, Oui. on va durer dans le problème et je crois que le sang va continuer à gicler. Espérons que peut-être notre pays frère va s'en sortir facilement. Docteur Mamadou Sylla Traoré, Oui. votre oncle a vraiment brossé, il a fait un exposé là-dessus. Il a parcouru de long en large, transversalement les problèmes. Mais ce qui est plus important pour moi, à ajouter à tout ça, et vous savez, nous, étant spectateurs d'un match de football, tu ne sais pas la réalité de ce qui se passe dedans. Et parce que le doyen a eu à le dire, on n'a pas encore atteint l'épilogue de cette histoire, mais Sonko était plutôt panafricaniste. Et cet aspect-là de défendre le panafricanisme et tout ça, et ça lui a valu beaucoup de points et beaucoup de ralliements. Et il disait que la nouvelle gestion du Sénégal va être une gestion de rupture, rompre avec les anciennes habitudes et tout. Mais ce qui, moi... Mais Diomaye, c'est la France quand même. Oui, j'en viens. Ce qui s'est passé, moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre quelle relation humaine, quelle relation amicale, et quelle relation de confiance existait entre Sonko et Diomaye pour que Sonko choisisse Diomaye Faye. C'est vrai, c'était un candidat du parti, disons, un membre influent du parti, certes, mais à quel niveau, je ne sais pas. Pourquoi le choix de Sonko s'est porté sur lui, parce que c'était un plan B, une alternative. Quand on empêche Sonko de se présenter, alors le parti était assez populaire. Il pouvait choisir n'importe quel patron du parti pour le porter à la magistrature suprême. Voyant que le parti était assez représentatif, très populaire, et tout le monde savait qu'ils allaient gagner les élections pour la main. Donc pourquoi il a choisi Diomaye Faye? Parce que je ne sais pas. C'est des amis d'enfance, point d'interrogation. Et pourquoi Sonko a fait cette confiance-là aveugle à Diomaye? Parce que c'est très important et c'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas comme on joue au jeu d'échecs ou voilà, où on joue à la PlayStation, ce n'est pas de l'amusement. Et il s'agit de la vie d'une nation. Vouloir porter sa confiance sur quelqu'un pour être président de la République, et Diomaye, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été servi sur un plateau d'or. C'est comme le même cas au Mali où on avait choisi, entre guillemets, le général, je ne connais pas son grade, Mbandao. Ça, ce sont c'est pas les turpitudes du destin ou quoi, voilà. Et il s'est retrouvé là-bas. Mais en fait, ce que moi, je ne parviens pas à comprendre, sur ce même plateau, j'ai dit que tandem Diomaye-Sonko me fait penser à un roman d'un Sénégalais même, quoi, Cheikh Hamidou Kane, Aventure ambiguë. Vous voyez, le gars était comme un pont brisé entre deux mondes, quoi. Et il n'était pas là, quoi. Que choisir, que faire? Parce qu'ils sont dans cette histoire de ping-pong où Diomaye essaye de montrer que c'est lui le président. Et le doyen a dit, ah oui, à le dire, et Machiavel, qui a lu Machiavel aussi, on le dit. Même dans le jargon, on dit qu'un seul jouet ne peut pas faire à mesure 2 ou 3 enfants. Ce n'est pas possible. Tu as un jeu, tu as 2 enfants, deux garçons de 8-10 ans, tu les achètes un petit avion, amusez-vous ensemble avec ça. Chacun va essayer de prendre la paternité. C'est ce que moi je comprends. Et Sonko et Diomaye est en train d'adopter une attitude qui n'est pas trop catholique. Il a peut-être ses objectifs parce qu'il a aussi fait des voyages en France. Il a été suffisamment, je ne sais pas, managé
entre guillemets, par ces colons-là. Et lui, voilà, la confiance, le contrat de confiance qui existait entre lui et son ami, parce que ça doit être une bonne amitié. J'aurais même appris que quand la femme de Diomaye Faye a accouché d'une fille, il a donné le prénom de la fille, de la maman de l'autre, la Sonko, à la fille. Donc ça ne peut que resserrer le lien en véritable Africain. Nous, on comprend ces choses-là. Mais on le dit, il y a tout ce qu'on s'est dit, on ne peut faire que des suppositions. Et ce qui est la réalité, on ne sait pas encore. Mais tôt ou tard, les choses finiront toujours par se révéler. Ok. Laissons le temps au temps et voilà. Merci beaucoup. Professeur Touré, Ok, votre analyse là-dessus. Voilà, merci, Général, pour cette question aussi importante, parce que le thème, c'est la mutation géopolitique. Oui. Et le cas du Sénégal, je le vois dans ce contexte. Et encore plus de l'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique où nous-mêmes, on se retrouve. Donc, pour remercier aussi Coulibaly de tout le processus électoral, mais moi, je vais beaucoup plus me centrer sur la géopolitique entre ces deux hommes. Parce qu'il faut reconnaître que Diomaye Faye était le secrétaire général du PASTEF. Hein. C'est pourquoi Sonko, avec aussi ses liens, et puis étant un cadre du parti, il a demandé à être candidat. Il l'a proposé comme candidat et il a été soutenu au niveau du parti de Sonko, où lui, il était président. Donc, ça, c'est fait. Les Sénégalais ont voté à partir du moment où il a été déclaré président. Maintenant, on oublie toute la question de parti. On va vers maintenant la question de souveraineté. Parce que le parti qui a porté Diomaye Faye au pouvoir, le PASTEF, le parti de Sonko, c'était un parti en fait qui avait eu trop de problèmes au Sénégal parce qu'il ne voulait pas de la gestion de Macky Sall, d'une gestion soumise à la volonté de la France. C'est ça la réalité. Et c'est pourquoi lui-même, ils ont tout fait pour lui barrer la route. Mais il a été intelligent de ne pas vouloir tout centrer sur lui pour réussir à contourner les pistes, en tout cas que la France même essaie d'imposer au Sénégal pour amener un homme facilement maniable. Donc, il a pu détourner en proposant Diomaye Faye comme candidat. Et c'est pourquoi, dans la campagne, on dit Sonko c'est Diomaye, Diomaye c'est Sonko. Donc, histoire de dire qu'il n'y a pas à réfléchir, voilà le schéma directeur qu'il faut faire pour que la philosophie du PASTEF puisse vraiment s'installer et que l'on puisse travailler avec les objectifs que Sonko, à travers son parti, se sont fixés au Sénégal. Donc, chose faite, il a été facilement élu. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? C'est que le parti au pouvoir va demander à ce que Diomaye Faye, au-delà même de Sonko et de l'amitié entre Sonko et Diomaye Faye, le parti a des obligations. Et Diomaye Faye a des obligations vis-à-vis du parti au pouvoir qu'il a porté à la tête du pouvoir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va remarquer que Macky Sall, dans sa gestion, a laissé beaucoup de trous noirs. Parce que c'est ce que la France fait toujours à ces hommes qu'il arrive à manipuler. Il les crée toujours des situations où on l'oblige toujours à être dans leur directive, sinon à faire venir des hommes qui peuvent l'envoyer en prison. Donc, en respectant ce fait, maintenant, moi, je me dis, quel serait plutôt le deal entre Diomaye Faye et Macky Sall? Parce que maintenant, la question se pose à ce niveau. Sinon que Diomaye Faye connaît déjà les perspectives, tout ce qui doit se poser au niveau du Sénégal pour essayer de s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Diomaye Faye va prendre le pouvoir et on va lui faire croire que désormais, c'est lui le président et c'est lui qui doit décider. Parce que quelqu'un qui va faire un tour chez Alassane Ouattara, certainement, c'est quelqu'un qui va être démonté intellectuellement, il va être démonté politiquement pour être à la merci de la France et surtout qu'il considère le Mali comme étant un danger pour démonter tout le système de la France tout autour des pays qui entourent le Mali. Et Sonko, c'est un souverainiste. Il est pour le changement fondamental
et pour l'expression du Sénégal indépendant et du Sénégal qui s'autogère et qui traite avec qui les intérêts des Sénégalais est le mieux garanti. Donc, à la suite de ça, impérativement, on va vouloir pousser Diomaye Faye à prendre des décisions qui vont pousser Sonko, comme Coulibaly l'a dit, Sonko il est très expressif, il parle, c'est un homme politique, il va tout de suite parler et le bras de fer va commencer. Et c'est pourquoi Diomaye Faye va commencer par changer la coordinatrice du mouvement Diomaye Président, qui était une candidate, Aïda, qui a été proposée par le PASTEF pour diriger la coordination pour l'élection de Diomaye Faye, et qui va prendre Mimi Touré, qui avait même comment on appelle, des oppositions avec Sonko, qui avait eu, de par le passé, des problèmes avec Sonko, parce que Mimi était dans le gouvernement de Macky Sall avant de quitter pour revenir dans la coalition. Elle était même Premier ministre, non, de Macky Sall. Voilà. Donc, vous voyez un peu que, d'ailleurs, c'est pourquoi je dis quel est le deal entre Diomaye Faye et Macky Sall. Parce que je me dis, peut-être que tout ça, ça a été tracé, lui-même, on le prépare, indépendamment de la vision de Sonko, à venir pour continuer la philosophie de Macky Sall. Tu vois? Donc, en faisant ça, on voit clairement que Macky Sall avait fait des propositions. C'est pourquoi le candidat de Macky Sall même a subi vraiment beaucoup de coups de la part de Macky Sall pour l'affaiblir et permettre l'élection de Diomaye Faye. Donc, voilà un peu la situation qui se pose. Et je sais que ça va aller à la rupture, ça c'est indéniable. Parce que Diomaye Faye est prêt et il est déjà sur la lancée de continuer la politique de Macky Sall. Et étant donné que Sonko veut bien, sans être revanchard, sans vouloir revenir sur ce que Macky Sall a pu lui faire subir à son parti, mais rétablir la justice. Parce qu'il y a des gens qui ont été accusés à tort. Il y a des gens qui ont été enfermés à tort. Et Sonko et le parti demandent à ce que cette justice-là soit rétablie. Et Diomaye Faye et son camp veulent utiliser ça comme étant un esprit revanchard de Sonko et de son parti sur ceux qui avaient dirigé le Sénégal. Donc voilà un peu là où les choses vont patauger un peu. Donc c'est pourquoi je dis que c'est sûr que cette histoire va aller à la rupture, il n'y a pas de demi-mesure. Mais ce qui est sûr, c'est que le Sénégal est un régime présidentiel. Même si Sonko quitte, Diomaye Faye va choisir un premier ministre qui va conduire la politique du président. Mais attention, l'Assemblée générale est là pour valider la politique générale du gouvernement. Donc, ça va créer quand même, Coulibaly l'a dit, ça va créer un peu de problème pour lui. Donc, le prendre, c'est un problème. Le lâcher, c'est un problème. Si je ne suis pas les directives du changement que le Sénégal même veut, parce que c'est là où j'insiste sur cette mutation géopolitique que le Sénégal est en train de subir. Et aujourd'hui, il faut que Diomaye Faye comprenne que le Sénégal est en train de l'utiliser parce qu'ils ont peur que Sonko n'arrive au pouvoir et n'épouse l'idéologie déjà de l'AES qui est en lui, d'ailleurs qu'il a commencé à animer, je veux dire, bien avant même la création de l'AES. Ils sont en train de l'empêcher, mais qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, par sa politique, il est en train de mettre le Sénégal en danger et en insécurité parce que cette descente djihadiste vers cette partie de l'Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus le Sénégal qui est menacé que le Mali. Parce que le Mali déjà est dans les dispositions, est en train de combattre, et quand le Mali va arriver à un certain niveau, ils pourront les repousser, et ils sont déjà devenus des bandits. Ils vont tout simplement se chercher refuge dans des pays comme le Sénégal et mettre le Sénégal en insécurité. Oui, en une minute. Hein. Bon, pas en 30 secondes. OK. Et vous voyez, Macky Sall traîne beaucoup de casseroles derrière lui. Parce que La dette cachée de 7 milliards, c'est ça. La dette cachée de 7 milliards, les morts, les 64 morts. Et il a empêché les histoires montées de toutes pièces pour empêcher son groupe. Et là, Macky Sall doit normalement répondre de ça parce que les Sénégalais se réclament un pays de justice, de démocratie. Certes, ils ont de très bons juristes au Sénégal. Mais cette affaire-là, Diomaye est en train de l'étouffer. Donc, ça ne peut que renforcer ce que le professeur Touré a dit.
Si en réalité c'était deux personnes qui étaient ensemble, qui avaient le même raccordement de la chose, donc ils allaient partir ensemble et faire surgir la justice, et traduire Macky Sall et tout ce qui s'ensuit. Mais malheureusement, Macky Sall est sorti comme ça, peinard. Et là, on n'en parle pas. Et les familles qui étaient à des... Et ils réclament justice, il faut que justice se fasse. Et moi, je pense que Diomaye, il est en train de jouer aussi à un jeu très dangereux. Ok. Doyen, oui, allez-y. Oui, et il y a un point commun avec le Mali. Allez-y. Ce point commun, c'est qu'après le coup d'État, on s'était engagé à assainir la situation économique et à vérifier la gestion du pouvoir antérieur. Et je crois qu'à l'époque, l'ancien Premier ministre s'était engagé à vérifier la gestion de tous les ministères, du temps de Ibeka. Macky Sall. Non. Ici, ok. Ça n'a pas eu lieu. Si tu te rappelles, il était question de vérifier la gestion de tous les derniers ministères, de tous les derniers ministres. Non, Choguel. Choguel, oui. Choguel avait voulu, il avait dit qu'on va vérifier la gestion de tous les ministres derniers du temps de Ibeka. Ça n'a pas eu lieu. Et ce qui se passe, c'est que la Cour des comptes, nous avons la section des comptes ici. Cette section des comptes avait le pouvoir de faire cette vérification. Ça n'a pas eu lieu. C'est dernièrement que la section des comptes a pris en main la vérification de la gestion des fonds alloués aux partis politiques. Ce qui a tout de suite, il y a eu un grand boucan, mais tout le monde s'est tué après. Et donc, la Cour des comptes doit procéder valablement à l'audit de la gestion des derniers ministres de IBK. Ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est un problème qui est commun parce qu'il faut assainir et surtout les fonds qui peuvent être récupérés peuvent venir alléger les charges du Sénégal. Il y a ce combat-là, c'est-à-dire que nous avons un problème, eux comme nous, on a un problème d'impunité. Quand les partis sont renversés, le pouvoir qui est là est renversé, il y a tous les problèmes du monde pour vérifier sa gestion. Ça, c'est un point. Ensuite, Diomaye Faye a commis une horrible terreur. Quand il a été nommé président, il s'est retiré de toute association ou de tout parti, y compris du PASTEF. Et donc, il devait se retirer aussi de la coalition Diomaye président. Et donc, il ne pouvait avoir aucun contact direct avec cette association. Or, il se permet, étant président de la République, de signer un acte pour changer Aïssata Mbodji. Aïda. Non, c'est Aïssata. Mais ils ont abrégé Aïda, mais Aïssata Mbodji la faire remplacer par Mimi Touré. Et en tant que président, il ne peut pas. Et c'est le comité des leaders qui pouvait le faire, pas lui. Même s'il n'était pas le président, il ne peut pas le faire lui. Parce qu'il n'avait pas ce rôle, il n'a pas ce pouvoir. Donc, il a outrepassé le cadre présidentiel pour se mêler de la gestion courante d'une association. Ce qui est une faute grave, lui qui se prétend au-dessus du jeu politique. Ok. Merci beaucoup. Professeur Touré, nous revenons vers vous. Nous avons suivi il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours de cela, un débat qui a eu lieu au Conseil de sécurité des Nations Unies. À la suite de ce débat, d'ailleurs, nous avons vu un pseudo-communiqué de la CEDEAO qui se réjouit ou bien qui essaie en tout cas de même propager l'information, de pouvoir travailler avec l'AES dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais nous sommes catégoriques que l'AES a son plan de lutte contre le terrorisme. Certes, l'AES, à travers les communiqués aussi publiés par les porte-parole Issa Kounfourou au niveau des Nations Unies, l'AES dit être ouverte à toutes les idées positives pour lutter contre le groupe terror. Mais avec la CEDEAO, je ne vois pas réellement ce qu'il faut faire. Votre analyse là-dessus. Ok, merci bien, parce que moi je crois que, comme on le dit dans un adage, il faut répondre depuis qu'on t'appelle.
Oui. pour ne pas t'asseoir et de toi-même tu réponds alors que personne ne t'appelle. C'est ce qui arrive à la CEDEAO. Parce que, comme on l'a dit, ce terrorisme-là, tu peux créer un mouvement, mais à un niveau, le mouvement peut t'échapper. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Ils ont créé ce terrorisme pour qu'ils puissent empêcher au Mali d'aller vers cette idée de refondation et de reformulation de son système de gouvernance. Maintenant, sachant bien que le Mali est au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la France, pensant et sachant qu'une nouvelle génération est en train de se retrouver en Afrique, qui n'ont rien à voir avec les idéaux colonialistes ou néocolonialistes et qui vont réfuter tout ce qui est domination étrangère, et en l'occurrence domination de la France, prépare ce désordre-là pour avoir toujours des hommes comme Diomaye Faye pour les faire venir au pouvoir et pouvoir les manipuler et garder toujours la ligne. Donc, la CEDEAO va vouloir se mêler d'un jeu où aujourd'hui ils se sentent menacés. Le Sénégal est menacé, la Côte d'Ivoire est menacée parce que ces terroristes ne sont pas amis de quelqu'un. Tu les reçois aujourd'hui, demain ils perdent là où ils vont retourner contre toi. Et c'est là où la CEDEAO commence à comprendre que le Mali et ses deux autres partenaires, le Mali, le Niger et le Burkina, sont en train de maîtriser la lutte de ce terrorisme provoqué en Afrique de l'Ouest. Et si le Mali, le Burkina et le Niger arrivent à contenir, arrivent à frapper et à sacher, même sur le plan psychologique et organisation sociale et communautaire, arrivent à faire disparaître ces éléments, parce que tous les jeunes Maliens qui vont rentrer dedans vont comprendre un moment qu'il faut se retirer, refuser et combattre même l'idée. Ces gens qui ne vivent que de ça vont faire face aux autres pays qui ne sont pas préparés à faire face à de tels actes dans leur pays. Et c'est pourquoi, c'est ce que la CEDEAO est en train de comprendre. Mais malheureusement, la CEDEAO est venue trop tard. Et aujourd'hui, l'AES a déjà organisé son plan de sécurité. Et l'AES ne s'est pas limité seulement à ça. Ils ont aussi organisé un plan de développement économique. Ils ne se sont pas limités seulement à ça. Ils ont aussi organisé un plan de développement social et communautaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces trois pays-là vont même oublier que d'autres pays sont autour d'eux parce que suffisamment, ils auront les moyens de pouvoir faire face aux besoins de leur population tout en menant une lutte acharnée et sans pitié contre ces gens-là qui sont en train de faire la terreur. Donc, la CEDEAO, malheureusement, est venue trop tard et encore plus par la mauvaise porte. Parce que quand on parle de communauté internationale, nous avons vu, pour ceux qui étaient au nord à Gao, ils ont vu en termes de force, en termes de représentativité, on a vu de toutes les couleurs, on a vu de toutes les nationalités qui sont venues pour essayer d'éradiquer ce terrorisme. Mais malheureusement, c'est à cette époque que le terrorisme a eu de la force et de la valeur. Donc quand ils tentent de passer encore par cette porte pour pouvoir coincer l'AES, à pouvoir accepter peut-être à collaborer ou encore à pouvoir les charmer, je dis qu'ils font fausse route et ils sont mal tombés. Ils sont très mal tombés parce qu'aujourd'hui, nous, pays de l'AES, nous sommes confiants et nous sommes très sûrs du chemin que nous avons emprunté pour arriver vraiment au bien-être de nos communautés. Parce que c'est que la CEDEAO doit comprendre. Nos chefs d'État aujourd'hui qui sont à la tête de l'AES n'ont pas la même philosophie que ceux qui dirigent les États de la CEDEAO. Nous, nos chefs d'État sont en train de travailler pour le bien-être de leur communauté. Alors que ceux qui sont aujourd'hui dans la CEDEAO, leurs chefs d'État sont en train de travailler pour le bien-être de leur maître. Donc, à ce titre, les éléments ne vont pas se retrouver. Les éléments ne vont pas se retrouver. Et c'est pourquoi, dans cette mutation-là que nous sommes en train de constater,
le cas du Sénégal est un cas aujourd'hui qui illustre la véritable idéologie de la CEDEAO en venant vers l'AES, en voulant s'infiltrer et par la suite créer une division entre nos 3 chefs d'État aujourd'hui, qui sont des chefs d'État les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest et qui ont des communautés les plus résilientes, qui sont prêtes à faire face à cette lutte terroriste pour que demain, après-demain, que cet espace-là puisse être vraiment un Eldorado. Ok, que cet espace puisse être vraiment un Eldorado. Docteur? Oui, je reviens à l'adage qu'il a dit. Mais attends, la CEDEAO promet en tout cas 5000 hommes, sa force en attente. Ça fait des années là que la CEDEAO en parle, mais l'AES... Laissez-moi en parler. Je n'ai pas fini avec la question. Ça boule là-dedans. Quoi. Oui, il faut que je fasse sortir. je vous comprends. L'AES, Oui. à peine créée, a déjà sa force de 5000 hommes et qui est déjà opérationnelle et qui opère même dans les 3 pays. Merci. Merci beaucoup, Général. J'ai dit que moi, j'aime bien l'histoire. Hein. Les gens ont la mémoire souvent, excusez-moi si le mot est un peu fort, mais une mémoire courte. Ou bien ils ne se remémorent pas, ou bien, voilà. C'est ce qui arrive en Afrique, particulièrement au Mali. CEDEAO, regardez, il a dit un adage. En bamana, je le dis et je le traduis en français. Koni Wolela, quand on t'appelle, Nimi Kofle, si on t'appelle, tu ne réponds pas. Tu ne tournes pas le dos pour répondre. Un jour viendra, tu risques de tourner le dos et ne plus voir personne qui t'appelle. Ce qui s'est passé au Mali, c'est récent, ce n'est pas de l'histoire vraiment de la Seconde Guerre mondiale ou bien de l'Antiquité. Quand le Mali a été agressé par les bandits de tout Akabi, on a fait appel à qui en premier lieu? À la CEDEAO. J'avoue que j'ai suivi ça tous les jours. On disait que oui, la délégation nigérienne est venue. Ils sont venus avec 200 soldats, 300 soldats. Et je me rappelle, hein, toutes ces délégations-là, tous ces militaires-là venaient. Si ce n'était pas la délégation du Sénégal, qui était un peu étoffée, 200 ou 300 personnes, sinon il y avait des délégations de 15-20 personnes qui sont venues avec du matériel culinaire pour chasser les djihadistes. Et ils ne viennent pas avec les fusils, hein. Ils viennent avec le matériel culinaire. Et combien de réunions ces gens-là ont tenu? Le Mali avait remis son destin à la CEDEAO parce que le Mali, il ne faut pas oublier, à un moment donné de l'existence de la CEDEAO, le Mali était le pays, en tout cas militairement très convaincant, qui a montré ses œuvres avec Ecomog en Sierra Leone, du temps de Fodé Sango. C'est l'armée malienne qui a vraiment fait face à cette rébellion et qui a réglé les problèmes au temps de Moussa Traoré. Il ne faut pas qu'on fasse perdre tout ça de vue. Et tout ça aussi a été répercuté sur notre armée, sachant très bien que s'ils ne trouvaient pas les voies et moyens pour détruire notre armée, c'était pas leur intention n'allait pas se jouer. Donc la CEDEAO, pour moi, c'est une coquille vide. C'est maintenant qu'il essaie de revenir encore. Pourquoi? Nous, on est partis. Et mon co-débatteur Touré a eu à le dire. Nous, on a notre organisation propre à nous-mêmes. Et nous, on a pris le chemin du non-retour. Pendant qu'eux, ils se vasalisent de plus en plus. Une CEDEAO qui ne respecte même pas ses propres lois, ses propres textes. Voyez-vous, quand la commission de la CEDEAO a pris sur elle de trancher les différends qui existaient entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'Alassane a eu à dire? Alassane dit que ces textes-là ne concernent pas la Côte d'Ivoire. On le sait, on a la mémoire. Donc, ce n'est pas une association comme ça, moribonde, sans effet, une association, je ne sais pas quoi, une association d'hommes comme ça qui sont là, quoi. Oui. Je veux juste rappeler un truc, Gérard. Je me rappelle encore, j'avais effectué en son temps une mission ici où on avait rencontré le représentant de la CEDEAO, l'ambassadeur. On lui a dit, mais pourquoi la force d'attente de la CEDEAO, tant attendue par les populations de Gao en son temps, ne sont pas arrivées alors que le Mali était en train de tomber progressivement entre les mains de ces terroristes?
Il dit non, que c'est que beaucoup ne comprennent pas. La CEDEAO a travaillé, mais on ne sait pas que c'est la CEDEAO qui a fait venir la France. Ça, c'est un officiel de la CEDEAO, hein, pour dire qu'en 10 ans, la force d'attente de la CEDEAO et que les forces françaises sont venues pour appuyer, c'est parce que la CEDEAO a accepté et la CEDEAO a ouvert son espace pour que ceci puisse arriver. Mais nous avons compris en son temps qu'en réalité, il n'y a pas de force d'attente. Il n'y a jamais eu en réalité de force d'attente. La force d'attente de la CEDEAO, ce sont les forces militaires françaises. Oui, je vais ajouter parce que on est allé des forces d'attente de la CEDEAO. Après, ils sont allés dans les trucs de MISMA. Vous vous rappelez? C'était une organisation des Nations Unies qui s'est métamorphosée pour donner l'aménagement. Et voilà. Il y avait les Français aussi qui étaient associés à ça. Combien de nationalités? Une vingtaine de nationalités, pardon, une centaine de nationalités, toutes confondues, pour combattre les djihadistes, les terroristes qui n'étaient pas au nombre de 1000. Ils étaient d'ailleurs focalisés seulement au niveau de la partie septentrionale du Mali. Et après quelques années, comme une tache d'huile, ça s'est répandu vers le centre, puis après vers les premières régions, Kaye et tout ça là. Donc c'est pour dire et redire que quand on n'a rien à dire, il faut se taire. La CEDEAO n'est qu'une coquille vide. Nous, qu'ils fassent 1000 demandes, qu'ils fassent 2000 demandes, nous, on ne porte plus crédit, quoi. Hein? L'âne est mort et personne n'entendra plus les pères sonores. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Doyen, nous revenons vers vous. La CEDEAO qui espère vivement vraiment une coopération militaire avec les pays de l'Est contre les groupes terroristes. Or, nous savons que les pays de l'Est ont déjà une force unifiée qui est opérationnelle. La CEDEAO, la force en attente, est toujours en attente et n'est jamais opérationnelle. Et puis, alliés naturels des pays de l'Est actuellement, c'est la Russie, c'est la Chine et puis d'autres pays qui ne sont pas les alliés militaires des pays de la CEDEAO actuelle, où nous avons les bases militaires de la France, même si la France est un peu sur le départ. Comment vous voyez ça? Le sujet, c'était la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. C'était l'ordre du jour au Conseil de sécurité. Ok. Et pratiquement tous ceux qui ont demandé la parole ont pris la parole. Il y a le secrétaire général de l'ONU, il y a le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré. Oui. Il y a le président de l'actuel président de la CEDEAO, président de la Sierra Leone. Oui, Sierra Leone. Mandabio. Ces officiels ont pris la parole. Mais à la suite de ceci, pratiquement tout le monde a pris la parole. J'avais essayé, la séance a duré 2 heures, à peu près un peu moins de 39 minutes, avec beaucoup d'interventions. J'avais essayé de les écouter chacune pour essayer d'en extraire l'essentiel, d'extraire de chacune de ces interventions l'essentiel. Mais j'ai vu que ça va être trop long à exposer. J'ai essayé de résumer ce qu'ils ont voulu faire, ou bien ce que chacun a voulu dire. Dans les interventions, chacun a donné à peu près un tableau de ce qui se passe ici, avec plus ou moins d'exactitude. Parce que beaucoup sont en train de dire le Mali, c'est-à-dire il n'y a presque plus de Mali, alors que ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui est ressorti après avoir exposé généralement la situation qu'ils pensent être celle du Mali et des pays de l'AES, il y a eu 2 ou 3 enseignements qui se sont dégagés. Le premier, c'est la nécessité d'une coopération internationale, régionale et sous-régionale pour juguler ce problème. Ça veut dire un retour à une assistance des ordres sous-régionaux et régionaux et qui ont un principe, c'est le principe de subsidiarité. Or, ce qui est le problème, c'est que le Mali n'est pas dans la CEDEAO et est suspendu dans l'Union africaine.
Et donc, le Mali ne répond plus avec l'AES qui est nouvellement créé, n'est subsidiairement lié à aucune de ces instances, ni à la CEDEAO, ni à l'Union africaine. Déjà, c'est un premier flop. Ils ont proposé ça, ils ont proposé, presque tout le monde a proposé une restauration de la confiance. Entre qui et qui? Entre les pays de l'AES, la CEDEAO, et les pays de l'AES avec l'Union africaine, les pays de l'AES avec les pays étrangers, et même les voisins. Parce qu'ils ont tous constaté qu'il y a un déficit de confiance. Si on ne restaure pas, on ne peut pas lutter ensemble contre ce terrorisme. Or, c'est le pilier, c'est le pion essentiel. Il y a beaucoup qui ont insisté dessus. Le président de Sierra Leone, en tant que président de la Sierra Leone, a même proposé un pacte pour la paix et la résilience du Sahel entre CEDEAO, Union africaine et ONU. Mais il oublie que nous ne faisons pas partie de la CEDEAO. Il n'a pas cité l'AES en tant que tel. Or, quand tu dis pacte pour la paix et la résilience du Sahel, c'est principalement les pays sahéliens. Voilà. Ensuite, si tu regardes, il y a très peu de pays qui ont fait allusion aux causes réelles de ce terrorisme. Les causes réelles. La Chine en a parlé comme à leur habitude. Ils ont un langage très feutré. Ils en ont parlé sans en parler. En disant que, on doit mettre en place des mesures, en disant que la lutte contre le terrorisme est une affaire intérieure. Ça, c'est leur philosophie. Souvent, toutes les affaires sont des affaires intérieures, ils n'ont pas assimilé. Donc, pour eux, dans leur position, on peut apporter de l'aide, mais sans se mêler de la gestion intérieure de ces pays-là, dans leur lutte contre. Ça, c'est une façon de dire les agents étrangers qui s'y mêlent là, il faut arrêter. Il y a la Guyane qui a eu le courage aussi de le dire. Qui a rapporté qu'il y a eu des intrusions étrangères qui ont aggravé ce problème. Il y a le président de la Sierra Leone qui aussi l'a dit. Mais si tu permets, je peux lire la représentante de la Russie est partie plus loin que le représentant malien. Plus loin. Elle a parlé de manigance géopolitique et économique de certains acteurs extérieurs. Elle a parlé de changement de tactique, de technique des groupes terreaux qui sont passés de la lutte simple au blocage des moyens économiques. Et elle dit que cela ne peut pas se faire et ça n'a pas été fait sans que des pays extérieurs leur apportent armes et technologies. Elle a insisté. Avant, ce n'était pas la technologie qu'ils utilisaient. Mais dans la mise en place de ce système qui consistait à essayer d'enrayer ou de bloquer l'approvisionnement des Maliens en hydrocarbures, elle a dit ils ont employé la technologie. Et cette technologie est venue d'ailleurs. Ensuite, elle a parlé d'une vaste campagne d'information coordonnée depuis l'extérieur, destinée à déstabiliser les pays de l'AES. Elle a nommément cité dans cette campagne de déstabilisation la France. Elle l'a nommément cité. Ensuite, elle a parlé des diffusions de fake gouvernementales, anti-gouvernementales. Et en faisant référence, qui faisait référence à des thèses et des appels promus par des terroristes. Tu te rappelles, à un moment donné, ils ont falsifié un document du gouvernement et on dit que le Mali est en train d'organiser la conscription obligatoire. La conscription obligatoire, c'est-à-dire l'appel obligatoire sous le drapeau de tous les gens. Et c'était ça qu'elle voulait viser. Ensuite, elle dit que ceci a été relayé par des organes de presse français.
Ensuite, elle a fait allusion à la diffusion de l'interview d'un certain Martinez, qui est directeur du Centre d'études internationales, qui a dit que le Mali est un candidat pour un prochain califat, du fait de son isolement. Et c'est ce qui a même valu elle l'a cité. Ça, c'est un officiel qui s'est mis à dire des choses sur le Mali et qui était en train d'aggraver la situation. Ensuite, elle a parlé des déclarations falsifiées de l'état-major pour une conscription, comme je l'ai dit, ce qui a valu la suspension de LCI et de TF1. Ensuite, elle a parlé du démantèlement d'un réseau d'espionnage au Burkina Faso financé par l'Union européenne. Et ce réseau était des organisations, des ONG qui transmettaient des informations. C'est ce qui est arrivé à la chose. Ensuite, elle a parlé de la situation qui est le fruit d'un choix d'intervention en Libye. Ce que le président sierra-léonais aussi a dit, que c'est le résultat de l'intervention de la communauté internationale en Libye. Ensuite, elle a fait une proposition que la communauté internationale doit faire le choix d'un appui ferme et sans agenda caché et sans deux poids, deux mesures. C'est la France. C'est les éléments extérieurs, c'est les pays occidentaux qui peuvent, par le truchement des organisations internationales qui vont se mêler de la gestion, infiltrer ces organisations avec même des agents et avec même leurs militaires bien déclarés pour venir refaire ce que nous avons connu à travers les MINUSMA, les Barkhane et tout. Ensuite, elle parle s'agissant de l'initiative régionale et l'application de la résolution 17-19, elle dit qu'il faut procéder à un travail préparatoire parce qu'il y a un manque de confiance et que ce manque de confiance ne permettra pas, si on ne fait pas ce travail préparatoire, ça va retomber à l'eau comme le G5 Sahel est tombé à l'eau. Il faut, en plus de cela, de ce travail préparatoire, régler les divergences, rétablir la confiance et savoir avec qui et sur quel territoire mener cette lutte. Ça veut dire que les pays de l'AES, si on doit agir ici, il faut qu'on sache avec qui et où on va agir. Ne pas les laisser s'impliquer de toute façon et tout reprendre. Ensuite, elle a affirmé qu'à ce stade, les pays de l'AES ont bien raison de ne pas faire confiance à la CEDEAO, qui avait voulu même attaquer militairement un des leurs. Que pour faire confiance à des pays comme ça, c'est pas du jour au lendemain. Donc, c'est l'une des rares interventions qui a mis en exergue tout ce qu'il y a derrière le terrorisme. OK. Mais l'autre pan, ça c'est le terrorisme. Mais l'autre pan, et c'est l'autre but, l'autre objectif recherché, c'était le financement de la fameuse force en attente. Et c'est ce qui a été plaidé par le président en exercice du Conseil des ministres et par tous les autres, l'application de la résolution 27-19 qui parle surtout du financement. Et ce financement devait s'adresser à la force en attente. Cette force en attente, ils disent, dans un premier temps, on va mobiliser 1600 personnes. Ensuite, dans un second temps, jusqu'à 5000. Or, nous sommes déjà à 5000 sans nos armées. Ça veut dire que nous pouvons faire plus que le financement, que la CEDEAO, toute la CEDEAO réunie. La CEDEAO même, en réalité, la force, je me rappelle encore, c'est le Nigeria qui avait pris la plus grande partie en son temps pour son intervention à Sierra Leone. Et le Nigeria même aujourd'hui a plus de problèmes avec le terrorisme que le Mali.
mais pourtant on déclare plus la situation au Mali que le Nigeria. Moi, je crois que s'il y a assistance, aujourd'hui le Bénin et le Nigeria sont des États vraiment qui sont en proie de l'évolution du terrorisme et ont beaucoup plus besoin de l'intervention de la CEDEAO que les pays de l'AES. Merci. Bon, en conclusion, Oui, moi je crains, Mhm. mais le représentant du Mali, je crois que c'est Issa Kankoro, Mhm. il a accepté, il dit que le Mali peut collaborer avec les organisations sous-régionales, régionales et internationales. Mais il dit ce qu'il redoute et c'est dont on doit se prémunir. Nous avons eu l'expérience de toute cette cohorte d'organisations qui sont venues chez nous et qui n'ont rien fait de bon. Et donc, on va veiller à ce que ça ne se reproduise pas. Mais sinon, il n'écarte pas la coopération sous-régionale, régionale et même internationale dans la lutte contre le terrorisme. Il ne l'écarte pas. Ça, c'est une manière politique. Mais il privilégie la solution locale ou bien comment? Non, il dit la solution, il n'a pas écarté simplement la coopération avec toutes les organisations qui veulent bien le faire. Mais pourvu qu'on respecte nos trois principes. Respect de la souveraineté. Le respect de la souveraineté, Il faut aussi. le respect du choix des partenaires, le respect des intérêts du pays. Donc, ils ont un nez, ils disent, nous avons une expérience de ce champ d'intervention qui nous a coûté la moitié de 80% de notre pays et on va veiller à ce que ça ne se reproduise pas. Ok. Nous sommes en diplomatie. Le langage diplomatique et le langage réel, ça fait des choses. Donc, il est un grand diplomate. Il sait de ce qu'il parle. De toutes les façons, moi, je dirais que le principe de subsidiarité auquel lui, il a fait allusion et la déclaration de l'autre là, de Guterres. Parce que quand on essaie de faire la parallèle entre toutes ces choses-là, on comprend. Quand est-ce qu'ils ont fait ces débats-là? Ils ont organisé cette conférence. En organisant cette conférence, il y avait tous les problèmes, en tout cas toute la propagande du monde. Les projecteurs étaient braqués sur le Mali et les chaînes françaises, 10 jours à peu près, je me rappelle, 10 jours durant, c'était des plateaux organisés, c'était des fausses images, c'était des choses qui disaient tout sauf la vérité, que le Mali allait tomber, qu'il y avait ceci, cela au Mali, parce que leurs objectifs, c'était de faire tomber le Mali avant la fin du mois de décembre. Ok. Bon, je n'ai pas fini. Ok, allez-y. Je n'ai pas fini. C'était de faire tomber le Mali avant le mois de décembre. Mais ils ont mis pied et main là-dedans. Finalement, ils se sont dit que vraiment tout a été voué à l'échec. Et il y a quelque chose qui les a beaucoup, énormément surpris. Les images aussi parlent. Hein. Quand le président, l'autre là, notre président, son Excellence, le général Assimi Goïta, est allé pour l'inauguration de l'hôpital de la commune de Korofina. Alors, il passait devant un attroupement de personnes qui cherchaient des fils pour chercher du carburant. Tous ces gars-là qui étaient là cherchant le carburant ont laissé ça de côté, ils ont applaudi le président. Cette image-là, les Blancs, ils ont vu ça. Ça veut dire, oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Allez-y. Je voudrais ajouter qu'il y a des instruments régionaux, sous-régionaux, qu'on veut ajouter à ça. C'est, comment est-ce qu'on appelle, l'initiative d'Accra, auquel le Mali avait adhéré, et le processus de Nouakchott. Bon, et Guterres a même évoqué la nécessité d'impliquer la Mauritanie et l'Algérie. Tu vois le Mali en train de travailler avec ces gens-là? Ah non, ça. Bon, professeur Touré, oui. Il y a une dernière question. Cette dernière question, c'est le chef d'état-major de la France, Fabien Mandon, qui est sorti peindre le Mali en noir. C'est-à-dire comme rien n'allait au Mali. Moi, ça me fait penser à l'intervention de cette journaliste qui faisait croire que Bamako était à 3 heures de Paris. Ça me fait penser aussi au fait qu'ils ont récemment publié une information soi-disant qu'il y avait un groupe armé terroriste venu du Nigeria qui s'est installé au nord du Bénin, quelque part au Bénin, et qui était affilié aussi au GNIM.
Est-ce qu'ils ne sont pas en train de peindre tout simplement l'Afrique de l'Ouest en noir pour essayer de justifier une intervention internationale? Sinon, moi, je ne comprends pas la sortie du chef d'état-major de la France, qui n'est pas un Malien, et il y a François Hollande qui l'a précédé. Ils ne sont pas des Maliens. C'est quoi leur problème? Oui, vraiment merci. Et c'est vraiment décevant de la part d'une très grande nation comme la France d'avoir un chef d'état-major aussi nul en termes d'observation sécuritaire et en termes de renseignement sécuritaire. Parce que tout ce qu'il a donné, on a compris que c'est une manipulation, tout simplement des données, pour imposer une intervention de l'armée française à travers une intervention internationale. On a compris ça. Et en disant que des vagues quittent le Nigeria pour venir s'installer au Bénin, c'est comme pour dire que le Bénin est menacé, le Bénin va faire une demande d'intervention de la France ou de la communauté internationale, permettre à ces bases de s'installer là-bas et de contrôler tout le mouvement de ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina, et encore rappeler que le Togo a signé comme on appelle une coopération militaire avec la Russie. Oui. Donc, ils se précipitent pour essayer d'occuper le terrain face à tout ça. Et c'est pourquoi un chef d'état-major qu'on a estimé fort intelligent d'une très grande nation puisse se mettre à la dimension d'un petit homme, en faisant des déclarations qui n'ont aucun fondement, aucune véracité sur le terrain. Et le Nigeria aujourd'hui est en proie à ce même terrorisme. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'au Nigeria, il y a même des États islamiques. Il y a des États où c'est la charia qui est appliquée. Donc, par ailleurs, s'il y a vraiment des choses à régler, il faut le faire dans ces États-là. Et ensuite, parce qu'ils ont compris que sur le plan politique, ils ont échoué. Parce que habituellement, c'est les hommes politiques qu'ils manipulent pour récupérer le pouvoir ici et continuer leur domination et leur exploitation de ces États. Dans les 3 pays de l'AES, ça a échoué. Ils sont passés par le plan sécuritaire. Ils ont compris que le Mali, le Niger et le Burkina sont plus que jamais engagés à combattre ce terrorisme jusqu'au dernier homme. Donc, sur ce plan, ça ne marche pas. Ils ont utilisé le côté médiatique qui habituellement faisait fuir nos chefs d'État pour les faire croire que les terroristes sont à la porte. Donc, ils quittent. Ça a échoué. Maintenant, la seule véritable option qui reste pour eux sur le terrain, c'est de trouver un pays dans lequel ils vont déclarer la nécessité d'une intervention internationale et profiter de ça pour s'installer. Parce que nous avons vu qu'au Mali, en réalité, la MINUSMA, il y avait la MINUSMA. La MINUSMA gérait juste le côté administratif et civil de l'intervention militaire internationale. Et c'est la force Barkhane qui avait le mandat de lutter contre le terrorisme au Mali. Et la MINUSMA n'avait pas ce mandat. Donc, les Nations Unies, en réalité, ne sont jamais venues avec une force internationale pour lutter contre le terrorisme. La réalité, c'est que c'est l'armée française qui avait le mandat de lutte contre le terrorisme. Parce que nous avons vu quand souvent les Allemands étaient souvent très énervés face à l'inertie et l'inaction des Nations Unies face à certaines situations d'insécurité qui se passaient là-bas. Et quand ils veulent intervenir, on leur dit attention, vous n'avez pas mandat d'intervenir, c'est la France qui a ce mandat et la France ne peut pas intervenir là où elle est en train de préparer et de s'aimer le désordre. Et les Allemands ont eu cette situation-là. Et l'armée allemande peut témoigner d'une situation qu'ils ont eue et d'un exemple palpable à Gao, d'une intervention de l'armée allemande une fois à éviter le chaos à Gao. Ils ont eu toutes les Nations Unies sur leur dos pour leur dire pourquoi vous arrêtez ce massacre-là. Ça a été fait. Et c'est vérifiable et c'est très réel. Et aujourd'hui, les Allemands peuvent témoigner de ça. Sauf si, par complicité, ils refusent de le dire. Et les Nations Unies
n'ont pas pu intervenir et c'est la France. Et à chaque fois que l'armée allemande tournait, l'armée française venait demander qu'est-ce que les Allemands nous ont dit, qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils n'ont pas la mission de lutter contre le terrorisme. Ici, c'est la France, c'est Barkhane. Donc, pour dire que tout ça, c'est des manigances et des manipulations. Ce sont des manigances et des manipulations de la France. Et c'est comme ça qu'ils ont intervenu, ils ont détruit la Libye. Et c'est la même procédure qu'ils veulent faire ici, en Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi le cas du Sénégal doit être très inquiétant aux yeux des Sénégalais, parce qu'ils sont en train de préparer un homme là-bas qui va être dévoué à leur cause. La Côte d'Ivoire, il y a un homme qui est dévoué à leur cause. Au Bénin, il y a un homme qui est dévoué à leur cause. Il faut avoir toute cette ligne-là, éliminer Sonko au Sénégal et permettre à partir du Bénin d'installer une force internationale qui est dirigée par la France et que ces bases françaises puissent être opérationnelles en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pour déclarer que c'est l'insécurité qui menace aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, que son origine c'est le Mali, le Niger et le Burkina. Donc la nécessité d'intervenir sur ces territoires s'impose. Voilà le plan. En réalité, l'objectif c'est ça. Parce que quand ils vont être là-bas et que la CEDEAO va dire bon, les États de l'Afrique de l'Ouest sont menacés par le terrorisme, on accepte qu'une base française s'installe, une intervention internationale s'installe au Bénin. Lorsqu'ils vont voir que la source de l'insécurité de ces États qui les acceptent, ils vont déclarer que c'est le Mali, parce que le Mali n'arrive pas à contenir. Ils vont déclarer que c'est le Burkina, que le Burkina n'arrive pas à contenir. Ils vont déclarer que c'est le Niger et que le Niger n'arrive pas à contenir. Alors que le Niger, le Mali et le Burkina ne faisant pas partie de la CEDEAO et de l'Union africaine, comme Koulibaly a dit, maintenant le droit de sauver les communautés va aller au niveau international. Je crois que Koulibaly maîtrise bien cette situation de droit international et qui va nécessiter impérativement une présence militaire de ces États, de la communauté internationale au Mali et au Niger, au Burkina, et les militaires français vont être engagés sur ces terres pour dégager ces chefs d'État qui sont en train de stabiliser les pays pour qu'ils puissent prendre la main. Voilà tout le plan qui se dessine par ce que le chef d'État-major a dit, de peindre l'Afrique de l'Ouest, comme les politiciens n'ont pas pu marcher. L'embargo économique qu'ils ont mis est en train d'échouer. Il faut maintenant créer forcément un besoin d'intervention dans l'Afrique de l'Ouest pour voir que les États qui n'acceptent pas la présence sont à la base de l'insécurité pour pouvoir intervenir sur ces territoires. Ok, merci beaucoup. Doyen, nous avons besoin de votre expertise là-dessus. Bon, il s'agit du chef d'état-major Oui, des Fabien armées Mando. françaises, Mhm. Fabien Mando, qui a rencontré les maires de France lors de leur congrès. Mais ce n'est que l'aboutissement d'un long processus. Il y a eu d'abord, si tu te rappelles, en 2024, une campagne pour demander à tout, qui s'est étendue sur toute l'Europe, qui a demandé à tous les foyers de constituer des trousseaux d'urgence en nourriture et tout. Ça, il y a eu cette campagne d'abord. Ensuite, il y a eu des éléments de langage sur les médias européens alertant sur la volonté de la Russie d'attaquer l'Occident après l'Ukraine. Et ceci a été proposé, c'est des propos va-t-en-guerre qui ont été faits par les trois chefs d'État principaux. Macron, le Premier ministre anglais et le chancelier allemand, oui, qui ont tenu ce discours va-t-en-guerre, ou en tout cas qui fait peur aux Européens. Ensuite, il y a eu l'interview, la fameuse interview de François Hollande. Ça rentre dans tout un système qui se succède. C'est en ce moment, la dernière en date, c'est l'intervention du chef d'état-major au congrès des maires, Fabien Mando. Donc, c'est une succession de faits qui sont destinés à distiller la peur chez les Européens. Ça, c'est ce que moi je crois, ancré dans leur esprit que la France et les pays européens sont assiégés de partout.
par une Russie belliqueuse, par une Chine qui vient comme un agneau, mais qui se révèle être un vrai ogre, par les États-Unis qui se sont retirés, qui se retirent progressivement de tout accord de défense avec l'Union européenne, et surtout par des révolutions en plein cœur de l'Afrique, en plein cœur des précarés français. Et donc, c'est un ensemble de choses qui tentent à attaquer la France. Il a même dit une chose, que après les enfants d'après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pensé qu'il y avait une paix définitive. Mais il ne s'est pas dit que c'était une paix fondée sur l'exploitation des pays et que ces pays peuvent se révolter. Donc, il fait comme si on parle de la Pax Romana, mais cette fois-ci, c'est la Pax je ne sais pas comment dire ça, Franchi. Bon. Donc, il reposait sur cette paix à la française. Maintenant, ce tableau noir, il les a cités, comme je vous les ai cités. L'objectif, c'est de distiller la peur. Mais ce que moi, je crois, en droit international, ils ne peuvent pas, même s'ils installent, ils peuvent mener des coups, mais ils ne peuvent pas agir ouvertement dans les pays de l'AES au prétexte qu'il y a l'instabilité ou ceci ou cela, sans un OK du Conseil de sécurité. Or, à ce niveau, la Russie est là pour poser son veto. La Chine est là pour voter son veto. S'ils ont intervenu en Libye, parce que ces deux pays se sont abstenus, c'est ce qui leur a permis d'intervenir. Mais ils ne peuvent pas intervenir en Afrique sans le OK du Conseil de sécurité. Mais il faut prendre en compte que c'est des barbares. Ils l'ont fait en Irak quand même. Ils n'avaient pas le mandat du Conseil de sécurité en Irak. Oui, mais le Maroc, l'Irak, ne s'était pas, ou bien était un peu en retrait avec la Russie. La Russie est en première ligne chez nous ici. La Russie a une partie liée avec les pays de l'AES. Ouais, c'est militaire ici. Voilà. A partie liée avec les pays de l'AES. Parce que je sais qu'en Irak, quand le Conseil de sécurité, ça n'a pas passé, maintenant, ils l'ont fait d'une intervention, en tout cas, des États-Unis et de l'Angleterre, accompagnés de la France, sans l'intervention. Et ils ne l'ont pas appelé intervention internationale des Nations Unies parce qu'ils n'ont pas eu l'aval de l'ONU. Ils sont passés par eux-mêmes. Donc, je crains que la France aussi, une fois installée au Bénin... En Irak, la France avait refusé de participer. Oui, la France a participé pour la libération du Koweït, c'est vrai. Mais j'ai peur que la France aussi ne vienne ici et quand ils ont l'aval des chefs d'État tout autour de nous, que penser que le fait que le Mali n'arrive pas à sécuriser les communautés, il y a une violence sur les populations civiles, je crains fort que ça leur donne, dans leur esprit de barbare, souvent ils ne tiennent pas compte du droit international, hein, ils tiennent compte juste de leur force qui leur permet de s'imposer et de venir s'implanter dans un pays, quoi. Seulement notre seule chance est que peut-être nous avons la Russie. La Russie en coopération militaire et donc, ça peut... La France n'aura pas ce qu'il faut. Non seulement la Russie, mais il y a les Américains qui auront leur mot à dire s'ils font une telle intervention ici. Or, aujourd'hui, il y a une concurrence féroce entre déjà les Américains, comme je vous l'ai dit, on ne participe pas avec eux parce qu'ils vont te planter le poignard dans le dos. Ils ont largué la France sur les intérêts ici, ils sont en train de défendre leurs propres intérêts. Et donc, ils ne vont pas s'allier à quelqu'un pour que les Français reprennent pied ici. Non, je ne crois pas. Maintenant, il y a des leçons à tirer parce que des propos qu'il a tenus, il y a deux choses qui ressortent. Il faut accepter de souffrir. Ça, c'est quelque chose qui interpelle la population de l'AES. Il faut accepter qu'on perde des enfants. Donc, nous allons à la guerre, nous allons avoir des morts de notre côté. Il faut accepter de faire l'effort de guerre, c'est-à-dire les impôts qui vont servir à financer la guerre. Or, ces impôts-là, si on prend, il y a eu une petite augmentation de 100 francs sur les opérations de téléphonie mobile. On a crié partout, on a tout fait, mais ça, c'est ce qu'on est en train de demander aux Français. Ce qui me fait dire que, en réalité, toute cette campagne, parce que Mandon
parle d'un bail de 3 ans. C'est-à-dire en 2027, il est prévu que la Russie attaque au-delà de l'Ukraine. Et il a cité une montre qui est dans le Pentagone et qui fait le décompte des jours qu'il y a entre ce jour-là et le nombre de jours qui restent pour l'attaque de la Russie. Il a combiné tout ça pour dire en 2027. Mais il y a des choses qu'il a dit. Il dit, parce que lui, il a des renseignements sûrs. Ça, c'est un argument d'autorité. Tu viens dire, j'ai des arguments sûrs qui font croire qu'ils vont attaquer en 2027, mais tu ne développes pas ces arguments. C'est prendre les autres pour des singes. Bon, ensuite, moi j'ai dit, il faut tirer les leçons. Ce qu'il est en train d'enseigner aux Français là-bas, c'est ce que nous, on doit tirer comme exemple ici. Que nous devons souffrir, continuer à souffrir jusqu'à ce qu'on s'en sorte. Le pire serait de souffrir jusqu'à ce niveau-là et de retomber dans les mêmes travers. Il ne faut pas l'accepter. Et donc, il faut consentir les efforts nécessaires pour qu'on arrive. S'il y a une conscription, on va y aller. S'il y a des impôts à faire, on va y aller. S'il y a des souffrances pour l'approvisionnement en carburant et en nourriture, on va y aller. Mais c'est qu'on ne reculera pas. Ça, c'est maintenant, moi, ce que j'ai dit, il y a des actions à mener devant toute cette campagne. Est-ce que vous vous souvenez des parlementaires maliens avec un vieux Touareg et la dame de Tombouctou, là, qui sont partis à l'Union africaine et l'Union européenne? Château. Sata Alassane et Assarit. Sont partis là-bas pour porter la contradiction aux arguments apportés par les rebelles. Les terroristes. Les terroristes. Ça a beaucoup servi. Ça a beaucoup servi. Pour vous dire, vous appuyez sur ça, de Aïsta, j'ai discuté quand ils sont partis au Koweït, je crois bien au Koweït, ils ont trouvé que ces terroristes-là ont amené, nos militaires qui ont été attachés et égorgés, c'était des peaux blanches qu'ils ont amenées et dire que voilà ce que l'armée malienne est en train de faire au Tamashek, au nord du Mali. Et Aïsta avait les mêmes images que les mêmes images là qu'ils ont truquées pour montrer, pour demander l'appui du Koweït. Quand il a présenté, et lorsque le roi a vu ça, ils étaient vraiment déçus de toute cette manipulation que les gens les ont fait croire et des exactions qu'ils sont en train de subir. Pour dire que vraiment l'élément que Koubeli vient de dire a été un élément fondamental dans l'appui. Et il faut que l'on revoie cette stratégie-là pour sauver beaucoup de choses au Mali. Merci. Ensuite, le deuxième élément sur lequel on peut se baser, vous vous souvenez de la mission menée par les religieux partout en Occident pour dire que ce n'est pas une guerre religieuse, ce n'est pas une opposition entre les religions au Mali. Ceci a aussi apporté ses effets. Et donc, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il est urgent d'infiltrer les plateaux même occidentaux avec des gens qui portent la contradiction. Il y a des journaux, il y a des plateaux télé qui sont contre. Il faut infiltrer pour porter la parole, pour porter la contradiction à toute cette campagne qui est en train d'être menée. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, je le dis encore, qu'est-ce que nos activistes peuvent faire ici? C'est entreprendre de faire deux sortes de... Comment est-ce qu'on appelle ça là? 2 opérations. La première, c'est de réunir tous les propos tenus par les différents chefs d'état-major, députés, le président français même, concernant les pays où ils se découvrent. Pour dire que on était là il y a 100 ans, on est revenu il y a 10 ans, on nous a chassés, nous reviendrons dans 3, 7, 10 ans pour défendre nos intérêts. Et porter le débat sur la philosophie de l'intérêt. Quel intérêt ils ont ici? Qui leur a donné un intérêt? C'est le débat philosophique qu'il faut ouvrir
pour essayer d'aller au fond des choses. Ils se prévalent des choses. Quand ils disent que nous allons combattre là-bas, parce que si le djihadisme s'installe, ou bien le terrorisme s'installe là-bas, ils viendront chez nous. Mais nous sommes à 6 000 km de la France, à 6 heures à vol d'oiseau. Et comment? Est-ce qu'on n'a jamais vu des terroristes quitter le Sahel ici pour aller faire des attentats en France? Vous ne le faites pas dans les pays. La Méditerranée nous ne sait pas. Comment est-ce que. Bon, c'est un faux prétexte. Et le faux prétexte aussi, c'est l'intérêt dont ils se prévalent. Il n'y a aucun intérêt dont ils peuvent se prévaloir légitimement. La légitimité des intérêts, c'est nous. Et si on ne le concède pas à quelqu'un, il ne peut pas s'en prévaloir. Voilà, il faut que. Et ça, c'est le premier point. Donc, recenser tous les propos tenus par les officiels français en ce qui concerne les pays de l'AES. Les propos va-t-en-guerre. Ensuite, le deuxième point, c'est faire une vidéo qui va regrouper, quand il disait que le Bamako est assiégé, tous les événements qui se sont passés, comme tu le dis, Assimi dans les rues, acclamé par son peuple. Au moment où vous dites que Bamako est assiégé, Bamako va tomber, voilà les activités. Quand on fait, on monte un tel truc et qu'on multiplie, qu'on donne à des panafricanistes, leur voix porte loin et qu'on infiltre leur réseau, on propose ces documents. Voilà, je voulais dire documentaire. C'est faire 2 documentaires, l'un sur les propos, l'autre sur le mensonge qu'ils ont fait, alors que Assimi est applaudi 3 jours de suite quand il sort dans les rues, il est applaudi partout. Et donc, quand on fait ces 2 documentaires, qu'on infiltre le réseau, qu'on donne, ça va faire effet. Important, parce que je me rappelle tout de suite l'exemple que vous avez dit, général, docteur, c'est très important qu'on rappelle cet aspect-là. C'est que Coulibaly vient de rappeler. Et qui, un moment, a permis de sauver quelque chose au Mali. Il s'agit de Aïssata. Dites Château, j'arrive, s'il te plaît. N'est pas parti par une délégation du Mali parce qu'il n'a pas pu profiter. Il a profité par une délégation congolaise, RDC, pour aller et pouvoir défendre ces images-là sur lesquelles ils sont en train de qualifier l'armée malienne d'une armée d'exaction, d'une armée qui est en train de terroriser les Tamashek au nord. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut compter. Et lorsqu'on demande à l'État de mettre les moyens, et tout de suite, Coulibaly a parlé de plateau. Et comme si on était ensemble, ça me rappelle une fois quand ça chauffait, les communautés, nous avons dit, il faut que désormais, que ces communautés-là qui subissent l'acharnement d'un groupuscule contre les intérêts du pays, il faut qu'on arrive à les amener sur des plateaux qui sont écoutés à un niveau vraiment très important et dans le cadre européen et qui puissent défendre vraiment les intérêts de ces comptes et apporter vraiment les éléments contradictoires. Parce que c'est seulement les autres qui ont droit à ces plateaux-là pour expliquer au grand public européen, au grand public américain. Il faut qu'on ait vraiment l'opportunité d'aller poser vraiment ces débats contradictoires. Et je sais que ça ne va pas être facile. Parce que toute personne qui lutte contre les intérêts de la France, des États-Unis, et pour vous dire, même si les Américains sont en train de chercher à défendre les intérêts ici, moi, en tout cas, je ne les fais pas confiance. Il faut beaucoup faire attention. Ils peuvent toujours faire un couloir pour que la France puisse rentrer et s'aimer de désordre. Mais quand même, il faut essayer de pénétrer et de toucher le cœur de leur société civile. À ce rythme, il faut ajouter les services des ambassades qu'on peut mobiliser autour de cette communication. OK. Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Docteur, votre mot de la fin? Bon. C'est généralement français me fait penser à un responsable malien qui disait que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et telle personne qui, je ne sais pas, l'a mandaté pour sortir des propos aussi incendiaires, aussi graves, dans une république sérieuse, on doit se prendre la tête. Donc ça dénote tout le manque de sérieux, toute l'hypocrisie, la vie du mensonge, tous les montages que ces Occidentaux-là font. Comment vouloir amener les propres enfants de son pays
à aller mourir, quoi, pour une cause non justifiée et pour toutes les machinations, tous les cinémas. Et moi, je pense que ce monsieur-là, il a besoin d'une bonne dose de tranquillisant ou de, je ne sais pas quoi, d'anxiolytique ou je ne sais pas. Tous les médicaments qui soignent les malades mentaux, il a besoin de ça. Parce que mentalement, il n'est pas bon. Et je reviens aussi à la déclaration de François Hollande. Ce monsieur-là a été très décevant, quoi. Très décevant. Vu l'importance que le Malien avait accordée à ce monsieur. Et les discours qu'il avait vu à tenir à Tombouctou ou à Gao, je ne sais pas. Tombouctou. Le jour même le jour en question où il a quitté la France, il est venu au Mali à Tombouctou. Il s'est entretenu avec les gars, les indépendantistes là. Les bandits là. Les bandits là. Ils ont trouvé un canevas, ils ont mis le président malien de côté. Ils se sont entretenus même à l'aéroport avec les bandits. Et il ressort en disant que oui, c'est le plus beau jour de sa vie politique. Un hypocrite, quoi, je vous assure. Et il faudrait aussi qu'on comprenne que ces chances-là ne vont pas lâcher le lâche. Ils ne vont pas lâcher les morceaux. Ils ont dit qu'ils vont revenir. Mais qu'est-ce que nous, on attend? Il ne faut pas être dans l'expectative. Il faut aussi se préparer en conséquence. D'où ce que vous venez de dire. C'est de bonnes guerres, hein. On doit utiliser tous les canons. On doit utiliser tous les canons. Mais ce qui me fait mal, je ne crache pas dans la soupe, mais les médias nationaux qui sont susceptibles de toucher beaucoup de populations ne jouent pas pleinement leur rôle. En aucun moment, j'ai vu l'ORTM organiser des débats de haut niveau dans toutes les langues, que ce soit en Soraï, en Tamashek, pour pouvoir expliquer tout ça à nos populations. Peut-être à cet instant T, le peuple de, je ne sais pas, de Douanzan ne sait rien de ces problèmes. Les bons Soraï qui mangent son oudjoula à Gao ne sait rien de ces problèmes. Le Malinké qui est dans son champ comment ça s'appelle, d'arachide, ne sait rien de ces problèmes-là. Et pourtant, leur thème, c'est ça son rôle. C'est de toucher le maximum de populations parce que le pays est en guerre, le pays brûle. On n'est pas dans une époque où on doit se, comment ça s'appelle, montrer que l'agréable, il faut aussi lier l'utile à l'agréable. Et c'est ce message-là que j'ai vraiment à dire à nos autorités qui sont chargées de ça. Tout ce qu'on fait, tous les bons Maliens, aucun sacrifice n'est de trop. Ok. Même ce genre de débat, pourquoi l'ORTM ne peut pas s'approprier et diffuser ça? Et parmi d'autres débats constructifs. Ok. Merci. C'est bon. Je rappelle que Gandhi Malien, c'est plus d'1,5 million abonnés. Donc, en termes d'audience, aujourd'hui, je crois n'en vit pas beaucoup, mais comme tu l'as si bien dit, l'ORTM peut venir en appui si besoin y a. Il s'agit de la guerre médiatique aujourd'hui portée par le pays dans son ensemble. Il faut mobiliser tous les canaux possibles. Doyen, nous revenons vers vous. Votre mot pour sortir de cette émission. J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on a sautées, parce que le temps a été vraiment long. Ouais. Vous nous avez donné des thèses de doctorat. Et vous nous enfermez dans un temps imparti pour qu'on finisse. Mandon, moi je considère plus que c'est du tape à l'œil de Macron pour faire oublier ses échecs économiques. Ce n'est pas pour rien qu'il fixe le délai à 2027, parce que 2027, c'est les prochaines élections présidentielles en France. Et Macron va partir. Et donc, nous, notre souffrance et notre horizon, c'est déjà jusqu'à 2027, ce monsieur va continuer à nous triturer, à nous peser, à faire n'importe quoi. Mais pour Mandon, toute cette campagne, c'est pour cacher l'indigence, l'échec économique de Mandon vis-à-vis des Français. Il détourne. Ok. Nous faisons des propositions, c'est au pouvoir d'apprécier. Et nous promettons, doyen, que les questions qu'on n'a pas pu toucher aujourd'hui feront l'objet de la prochaine émission.
sauf s'il y a une actualité beaucoup plus urgente qui intervient. Professeur Touré. Ok, vraiment merci. Merci Gandhi Malien, vraiment pour ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont vraiment des soldats de la communication sur le terrain. Ils arrivent à résoudre beaucoup de questions de compréhension auprès des communautés à la base. Et encore, je félicite et je salue la bravoure de l'honorable Chateau Alassane, c'est ce qui a été cité tout de suite, qui en réalité avait joué en son temps un rôle très important par le fait de détourner, de partir même par une autre délégation d'un autre pays pour aller juste expliquer que ce sont des soldats maliens qui ont été exécutés et pas des tamashek. Donc, merci à Général, merci au public et merci encore à Fatou Doucouré qui, je sais, va apporter beaucoup d'éléments d'information sur ce débat. Merci. Peuple d'Afrique, cher peuple du monde libre, recevez une fois de plus nos salutations. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous allez constater avec nous que toute la propagande des médias impérialistes fut un échec. Donc toute la propagande a été un échec parce que à les attendre, Bamako n'allait pas tenir pendant 3 jours. Nous voici, nous avons enregistré la présente émission. Ça fait, et même ils constatent, finalement, BFM TV même ni avoir dit que Bamako allait s'effondrer, que les Mali qui n'ont jamais tenu de tels propos, ils sont en train de revenir Emmanuel Macron pour essayer de sauver la face pendant que les Américains disent reprendre service et Macron dit réduire son personnel diplomatique. Bon, ça c'est son problème à lui. Les Mali restent constants. Nous sommes concentrés sur les objectifs et en témoigne d'ailleurs les succès militaires. Autrefois, au début de cette crise, on ne pouvait pas faire 3 jours sans voir peut-être un camion citerne en feu ou bien quelque chose comme ça. Ça fait maintenant des semaines, il n'est plus possible pour les terroristes d'approcher les camions citernes parce que tout autour, les axes routiers, c'est des forces spéciales du Mali, des pays de l'AES et même nos partenaires qui sont en train de nous accompagner sur le terrain. Les Mali sont en train de gagner cette guerre parce que jamais on a détruit autant de groupes terror que durant cette période de crise. Ils ont dit qu'ils vont préparer leur population à souffrir. Nous sommes déjà préparés et nous sommes prêts à affronter tous les scénarios possibles. Nous vous remercions et nous vous disons de rester branchés sur Gandhi Malien TV, Africain TV. D'autres programmes vont suivre. Quant à nous, nous allons vous retrouver la semaine prochaine. Même émission, même heure, seulement nous allons changer des thèmes. Merci.